Bonjour à tous. Pour compléter la procédure que vous avez reçue sur l'audit à distance, voici un petit audio qui, j'espère, vous permettra de bien appréhender la conduite de ces nouveaux audits à distance. Alors, l'audit à distance, c'est tout d'abord parce que la crise sanitaire actuelle du Covid nous amène à mettre en place un plan de continuité d'activité qui se déroule en deux temps. D'une part, il porte sur l'analyse de risque, donc une autre vidéo et un autre contenu que vous pouvez retrouver sur votre espace auditeur, mais surtout donc des audits à distance qui nous permettent de maintenir la certification et labellisation de nos clients et de maintenir aussi l'activité de nos partenaires auditeurs, bien sûr. Ça nous permet à tous, en fait, de poursuivre nos activités. Un certain nombre d'entreprises, même si elles sont un petit peu au ralenti, mais pas toutes, souhaitent poursuivre leur certification et leur labellisation, parce que finalement, on peut se dire que si à l'issue de la crise, en plus, elles n'ont plus leur certification, pour certaines, ça peut être dramatique, étant donné qu'elles en ont vraiment besoin pour continuer à travailler, soit pour des raisons de marché, soit pour des raisons réglementaires. Donc, il faut qu'on puisse au maximum pouvoir les aider à maintenir ces certifications. D'autre part, il faut se rendre à l'évidence que quand la situation se débloquera, on va avoir beaucoup d'activités, on risque d'avoir beaucoup d'activités si on reporte tous les audits. Donc, il faut pouvoir anticiper et faire un maximum d'audits à distance pour pouvoir combler en fait et pallier à cette crise. Donc, on a rédigé une procédure d'audit à distance. C'est une procédure qui s'appuie sur un document officiel, l'IAF MD4. Et donc, l'audit à distance est bien autorisé par le COFRAC notamment et par d'autres accréditeurs. Après, il nous reste à définir, bien sûr, les modalités et les conditions dans lesquelles se font ces audits à distance, puisque selon les prestations, ça ne pourra pas être réalisé dans les mêmes proportions. Petite parenthèse, cette procédure d'audit à distance a été créée non pas pour répondre à la crise sanitaire, mais nous l'avons débutée bien avant pour essayer de déployer l'audit à distance dans des conditions normales, car il nous semblait que c'était une valeur ajoutée aujourd'hui, à notre époque, avec les outils technologiques que l'on a, de pouvoir proposer justement l'audit à distance à nos clients. Donc, cette crise, regardons l'aspect positif, va nous permettre de tester grandeur nature l'audit à distance et, je l'espère, pouvoir le proposer dans des meilleures conditions qui ne seront pas celles que l'on connaît aujourd'hui ultérieurement. Alors, la procédure que vous avez reçue, en fait, elle explique comment utiliser des outils technologiques qui sont maintenant passés dans notre quotidien pour pouvoir réaliser des audits à distance. Et finalement, je vous disais que l'IAF MD4 permettait l'audit à distance. Il permet même des audits 100% à distance depuis 2018. Les règles de l'IAF nous permettent de faire des audits 100% à distance. Finalement, le COFRAC s'attend uniquement, entre guillemets, à ce que l'on puisse s'assurer que les évaluations que l'on fait à distance donnent des résultats comparables à ceux qu'on aurait pu avoir si on avait fait l'évaluation en présentiel. Donc, c'est à nous de bien cadrer, de bien identifier ce que l'on peut voir ou ce qu'on ne peut pas voir justement lors des audits à distance. Et surtout, c'est à nous aussi de répondre aux exigences de traçabilité sur ces audits à distance. Je vais y revenir. Alors, le champ d'application de l'audit à distance, il porte vraiment sur toutes les prestations a priori, sur toutes les prestations d'AFNOR certification, qu'elles soient accréditées ou non. Lorsqu'elles ne sont pas accréditées, si en plus AFNOR certification est propriétaire du référentiel, c'est presque encore plus facile parce que vraiment c'est entre nous et nous que ça se joue et c'est vraiment à nous de définir ce qui peut être fait. Lorsqu'il y a un accréditeur derrière ou un propriétaire de référentiel, parfois on a des freins dont il va falloir tenir compte. Par contre, cette procédure ne s'applique pas
aux prestations de certification de compétences, puisque c'est plutôt là un examen qui est passé, ou tout ce qui est qualification d'entreprise, puisque là, on est plutôt déjà sur une évaluation documentaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un audit à distance? Eh bien, finalement, un audit à distance, c'est un audit où toute partie de l'audit est faite grâce à ces outils que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent de collecter de l'information, d'échanger avec des personnes, interviewer des clients audités, restituer des constats, échanger sur des documents, pouvoir les examiner à distance, examiner des documents de preuve aussi à distance. Voilà, il y a plein de choses à faire et je pense que par la pratique, on verra aussi qu'il y a des choses à faire auxquelles on ne s'attendait peut-être pas toujours. Le temps des audits à distance, par contre, compte vraiment pour du temps sur site à temps équivalent. Et donc, il faut bien vous rendre compte que, parce que j'ai eu cette question lorsque j'ai fait le webinaire en présentiel, si vous lisez des documents à distance, tout seul, parce que évidemment, pendant ce temps, le client n'a pas besoin d'être connecté en même temps que vous. Donc, si vous lisez des documents que vous auriez normalement dû lire sur site, ou que vous auriez pu lire sur site, dans un contexte d'audit sur site, eh bien, ça compte pour de l'audit à distance et non pas pour de la préparation. Tout ce que vous faisiez sur site, si vous le faites chez vous à distance, compte pour du temps d'audit à distance. Ce qui est très important aujourd'hui et dans le futur, c'est que ce n'est pas parce qu'on va proposer de l'audit à distance que les durées totales d'audit vont être inférieures. En fait, nos commerciaux vont calculer le temps d'audit et après, ils diront si oui ou non il y a de l'audit à distance. Le seul temps qui va être impacté finalement par cet audit à distance, c'est celui du déplacement. Donc, ça va aussi permettre de vous économiser du temps de déplacement et sans doute de la fatigue. Alors, l'audit à distance, il peut se faire depuis votre bureau ou depuis votre domicile, dans un endroit en tout cas approprié pour respecter à la fois des règles de confidentialité, de sécurité. On évite les Starbucks Café, par exemple, et notamment parce que dans certains endroits, les réseaux Wi-Fi ne sont pas sécurisés. Et puis, on va préférer des lieux plutôt tranquilles, où déjà, il n'y a pas des bruits de fond, etc., pour pas que ce soit dérangeant, où les voisins d'à côté ne puissent pas écouter nos conversations. Finalement, c'est aussi des conditions qui sont confortables pour vous. Autre chose, ça peut être ultérieurement, pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, sur un site de l'organisation auditée. Par exemple, vous allez sur un site et elle vous met à disposition tous les outils pour que vous puissiez auditer à distance d'autres sites de l'entreprise. Alors, pour cet audit à distance, on s'est dit qu'il pouvait vraiment s'effectuer de façon segmentée. C'est-à-dire, c'est à vous de gérer le temps et les moments pendant lesquels vous allez faire cet audit à distance. Parce que là, vraiment, c'est de l'adaptation totale à votre temps à vous et au temps du client. Et ça peut être aussi l'adaptation par rapport à un décalage horaire. On va essayer tout de même que ces audits s'étalent entre la réunion de clôture et la réunion de clôture sur 4 semaines maximum. Pour certains grands comptes, les audits dépassent 4 semaines. Ce n'est pas la majorité des cas et bien sûr, on considérera que dans un audit à distance, dans ce cas-là, ça peut aussi dépasser 4 semaines. Mais on va éviter d'avoir vraiment des petits bouts segmentés trop éloignés. Je pense que même pour vous, pour appréhender l'information et faire votre rapport, ce sera quand même plus confortable. On va éviter aussi d'avoir des segments d'audit inférieurs à 2 heures, sauf vraiment cas particuliers où il faudrait vous entretenir je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure avec une personne justement qui peut être à l'étranger avec du décalage horaire ou sur un point très particulier. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ce que l'on demande, nous, à nos commerciaux et à l'ensemble en fait, de nos personnels qui sont en contact avec les clients, c'est de pouvoir les informer de cette possibilité d'audit à distance. Ce n'est pas à l'auditeur, en fait, de prendre ses décisions tout seul dans son coin ou, s'il est sollicité par le client, de lui répondre en direct.
Il faut en effet lui dire que c'est possible. Par contre, tout doit être tracé dans les documents qui sont échangés en amont avec le client, que ce soit la proposition commerciale, la revue d'offres, la revue de contrat, les notifications d'audit. Ça, c'est vraiment très important. L'IAF MP4 nous demande vraiment de tracer l'acceptation du client, l'acceptation des deux parties, des trois parties même avec l'auditeur, hein, bien sûr. Donc, il faut que tout soit tracé. Et puis, surtout, pour le calcul de la partie à distance, il faut vraiment qu'AFNOR Certification soit impliquée, même si au final, peut-être que souvent, on va revenir vers vous pour s'assurer que ce qu'on a proposé est acceptable. Donc, le commercial ou le chargé d'affaires évalue avec le client quelle proportion peut être faite à distance et donc l'enregistre dans les documents, type revue de contrat, revue d'offres, puisque finalement, cette analyse peut se faire aussi bien lors du contrat initial qu'après au cours d'un cycle. Par exemple, avant un audit de suivi, de surveillance, 1 ou 2, avant un audit d'extension, ou là, par exemple, où on a quand même un certain nombre d'audits, où les cycles sont en cours, voire tout était prêt pour l'audit sur site et la crise nous oblige à changer nos plans. Alors, en cas de doute, le commercial ou le TC va faire appel, bien sûr, à un expert. Et c'est là où peut-être vous serez sollicité à cette étape, parce que parmi les experts, et bien sûr, il y a vous, il y a les chefs de produits, les ingénieurs de certification, nos experts décisionnaires. Ça peut être aussi plusieurs experts si vraiment on a des doutes. Notamment dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, étant donné que l'audit à distance, pour l'instant, est très peu pratiqué, très peu sur des cas bien précis. On avance un peu vers l'inconnu, donc on aura besoin de se rassurer en échangeant justement entre experts pour savoir ce qui peut être fait. Donc, on indique tout ça dans l'offre commerciale et la notification. On va indiquer les sites et les activités qui vont être concernées par l'audit à distance. Et puis, le choix des technologies utilisées. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, le client doit accepter ces conditions. Alors, il va nous signer en effet l'offre, la notification, ou au moins l'accepter par mail pour qu'après, nous, on puisse reprendre ces informations dans l'ordre de mission qui va vous être envoyé. Dans un cas normal, enfin classique, hors crise, on va dire, on a défini qu'il pouvait y avoir des limites dans l'audit à distance. Parce que comme on ne connaît pas, l'a priori, ça a été de se dire, oh là là, faire des audits 100% à distance, c'est peut-être quand même un petit peu risqué. Bon. Là, on est en cas de crise, il y a urgence, il faut vraiment qu'on exploite au maximum cette possibilité de faire de l'audit à distance. Et peut-être, j'ose espérer comment ça servira à ça, finalement, après cette crise, eh bien, on sera beaucoup plus ouverts, tous que nous sommes, auditeurs et membres d'AFNOR Certification, hein, à justement faire ces audits à distance qui peuvent soulager tout le monde et peut-être favoriser d'autres types d'échanges, puisque finalement, on peut se dire que le temps que vous passerez sur le terrain, si vous êtes amené à vraiment faire du temps sur site, sera vraiment consacré à vérifier l'opérationnel et puis tout ce qui ne peut pas être vu justement à distance. Donc, pendant la crise qui nous occupe, pas de limitation de durée a priori, je dis bien toujours a priori, puisque après, il faut vraiment qu'on puisse regarder par référentiel et par activité, par secteur d'activité, parfois aussi pour regarder les risques qui sont acceptables ou non. Là, les propriétaires de référentiels actuels, hein, que ce soit dans l'agro, l'IATF, IRIS, etc., même au niveau de Calliope, on est en attente d'informations officielles, mais tous sont en train de lever les freins et d'ouvrir l'audit à distance pour ne pas justement freiner toutes les entreprises et leur imposer en fait cette nouvelle, je dirais, cette nouvelle contrainte de ne pas pouvoir être certifié dans les temps. Par contre, là, on se dit que peut-être, malgré tout, on ne pourra pas tout auditer à distance. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est d'auditer à distance tout ce que l'on pourra. Et s'il doit y avoir un complément d'audit qui doit se faire sur site, il faudra qu'il soit fait dans les 6 mois qui suivent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est permis par l'IAF. Et évidemment, on espère tous que dans 6 mois, la crise sera derrière nous.
Alors, tout ça, ça a des conséquences finalement de pouvoir faire du 100% ou pas 100% d'audit à distance selon l'étape où on en est dans le cycle de certification. Si on est sur l'audit initial, évidemment, soit on peut faire l'audit 100% à distance, et là, le cas échéant, délivrance d'un certificat dans les mêmes conditions, hein, si pas d'écart majeur, etc., etc. Par contre, si l'on ne peut faire qu'un audit à distance partiel, nous ferons une attestation au client pour dire qu'il est engagé dans la démarche, mais évidemment, le certificat ne pourra être émis qu'après le complément sur site. Si nous sommes en suivi 2, en surveillance d'audit 1 ou 2, mais 1 uniquement si on est sur un deuxième, troisième cycle, pas lors du premier cycle. Là aussi, on examine si l'on peut faire, quelle quantité d'audit à distance on peut faire. Et dans tous les cas, le certificat est maintenu après cet audit à distance, quelle que soit sa proportion. Le certificat est maintenu. Et puis, si l'on doit faire une partie sur site, elle est faite dans les 6 mois. Avec, bien sûr, et ça on n'exclut pas, hein, si on doit maintenir un certificat et faire une partie sur site dans les 6 mois qui suivent, peut-être qu'à ce moment-là, on détectera des écarts qui feront remettre en question le certificat. Si on est sur un renouvellement et un suivi sur un premier cycle, là, il y a des conditions plus particulières. Donc, à nouveau, on analyse quelle proportion d'audit on peut faire à distance. Si on peut faire 100% de l'audit à distance, c'est parfait, on le fait, ce qui va permettre de renouveler ou de maintenir le certificat. Par contre, si on ne peut pas faire la totalité de l'audit à distance, là, il faut prévoir un complément sur site dans les 6 mois. Et en parallèle, il faut qu'on puisse faire une évaluation du risque pour savoir si, en attendant, suite à cet audit partiel à distance, on peut tout de même renouveler ou maintenir le certificat. Et donc, pour l'analyse de risque, je vous renvoie vers l'autre vidéo qui concerne spécifiquement ces modalités. Si on est en renouvellement Pacman, alors le Pacman, c'est un renouvellement qui est pris à la concurrence, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le client, parce que c'est vrai que dans notre analyse, pour connaître les proportions d'audit que l'on peut faire à distance, la vision que l'on a déjà du client est importante. C'est celle-là qui peut aussi nous amener à dire en toute transparence, voilà, on peut faire de l'audit à distance parce que cette entreprise nous a apporté de la confiance dans les cycles précédents. Donc, si on récupère une entreprise à certifier, enfin à renouveler un concurrent, là, on la connaît moins bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est classiquement, on instruit un dossier en regardant les anciens rapports, l'ancien certificat, et puis on lance, comme pour ce qui a été dit précédemment, une analyse pour savoir si on peut reporter le renouvellement ou pas, reporter l'audit, pardon, ou si on peut faire l'audit 100% à distance, ce qui permettra de renouveler sans problème le certificat. Donc, vous, en tant que responsable d'audit, alors responsable d'audit ou responsable d'équipe d'audit, l'audit à distance, il se prête tout à fait à faire des audits en équipe, puisque vous pourrez à la fois faire vos réunions d'équipe à distance en visio, de la même façon que vous allez faire les réunions à distance avec le client. Donc, le responsable d'audit va préparer l'audit à partir du plan de l'ordre de mission qu'il a reçu. Et lors de cette préparation, en échangeant avec le client, peut-être que vous allez être amené à réévaluer les risques et les opportunités de faire de l'audit à distance. C'est-à-dire que peut-être vous direz, oh là là, à certification, bon, ils ont mis beaucoup d'audits à distance, moi ça ne me paraît pas possible. Attention, je vais y venir après, ça doit être motivé si vous diminuer cette durée ou si vous dites on ne peut pas faire d'audit à distance du tout.
parce que ça ne peut pas être juste un ressenti. Il faut que ce soit, que vous nous donniez des éléments factuels. Mais vous pouvez aussi vous dire ah non, mais ils n'ont mis que 30% d'audit à distance, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut voir à distance assez facilement. Donc, vous allez pouvoir être amené finalement à modifier ces proportions. La durée d'audit totale initiale ne doit pas changer, toujours pas. Dans tous les cas, si les proportions changent, vous allez de toute façon l'indiquer dans le plan d'audit. Ce que vous devez faire avant de faire l'audit à distance, c'est de pouvoir faire des tests sur les outils que vous allez utiliser et de faire des tests avec le client. Le plus tôt possible pour que, si jamais il y a des soucis, on puisse soit les résoudre, soit changer d'outil, soit vraiment, si c'est impossible pour des raisons techniques que je ne connais pas, parce que, à mon avis, ça sera quand même très rare, à ce moment-là, informer le TC que ce n'est plus possible et qu'il faut revoir complètement l'offre qui a été faite. Donc, je reviendrai ensuite sur les outils. L'équipe d'audit respecte le plan d'audit, notamment par rapport aux audits à distance. Il peut y avoir des modifications, donc, comme je vous l'ai dit, qui ont été faites soit lors de la préparation, soit en cours de l'audit. On sait très bien que le plan d'audit il est amené à évoluer à plein de moments. Donc, voilà, ce plan d'audit doit servir justement à bien tracer tout ce qui est fait à distance. Et puis après, le rapport aussi va permettre de tracer les parties d'audit qui ont donné lieu à de l'audit à distance. Si les outils qui étaient prévus au contrat changent, là aussi, il va falloir l'identifier. Il va falloir que vous fassiez une déclaration. Enfin, une déclaration, attention, que vous puissiez assurer que finalement que l'audit à distance a permis la même efficacité. Et puis, ce que l'on vous demande maintenant, les rapports d'audit vont être aménagés pour vous permettre de le faire, c'est de faire des préconisations pour la réalisation des prochains audits à distance. Comme on veut vraiment déployer ces méthodes, c'est vous qui êtes nos yeux et donc c'est vous, avec l'appropriation que vous ferez des clients, du contexte du client, de leur activité et puis des outils utilisés, qui pourraient nous dire aussi si vous préconisez ou pas de l'audit à distance pour l'année suivante. Donc, la technologie utilisée. Peut-être que certains ont déjà utilisé Zoom. Là, par exemple, ceux qui ont suivi le webinaire étaient tous connectés à Zoom. Donc, Zoom, c'est un outil qui permet de faire de la visio. C'est un outil payant, mais payant uniquement pour celui qui organise la réunion. Et notamment, alors il y a des options qui sont gratuites, mais dans le contexte de ce que l'on veut utiliser, pour pouvoir faire des réunions à plusieurs et qui durent plus de 45 minutes, c'est une version payante. Mais je vous rassure, c'est AFNOR Certification qui prend en charge cette licence. Donc, tous les auditeurs, notamment là, ceux qui ont des audits en mars, avril, vont ou ont, parce que ça s'est joué là entre lundi et puis demain. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que vous aurez déjà reçu le mail de notre service informatique. Donc, vous allez recevoir un lien qui va vous identifier comme ayant une licence Zoom. Cette licence, vous pourrez après l'utiliser pour faire toutes vos réunions à distance. Alors, bien sûr pour AFNOR, mais voilà, elle sera à votre nom. Donc, peut-être que si vous avez des besoins pour faire du conseil à distance ou autre dans vos activités, vous pourrez l'utiliser de la même façon. Il y a dans l'outil plein de modes opératoires. Support Zoom, vous voyez un lien qui est mentionné, et tous ces modes opératoires, vous pouvez les retrouver dans votre espace auditeur avec tous les guides de l'audit. Cet outil permet d'enregistrer aussi les échanges éventuellement, enregistrer des échanges, des parties d'échange avec les clients pour pouvoir visionner des choses après. Bien sûr, il faut les prévenir et puis il faudra détruire les enregistrements
après coup. Mais en tout cas, sachez qu'il y a diverses fonctionnalités justement qui sont utiles pour prolonger la visio. Alors, si c'est impossible d'utiliser Zoom, quand justement vous fêtes les tests, vous pouvez utiliser la technologie qui est poussée par les clients. Il y en a pas mal, par exemple, qui utilisent en ce moment Teams, qui est un outil Microsoft. Voilà, il y en existe beaucoup d'autres. Donc là, c'est possible, il faudra juste le préciser dans le rapport. Un autre outil qu'on met à votre disposition, cette fois, c'est pour partager des documents. Documentation.afnor.org, qui est en fait un Known Cloud pour l'externe. Cet outil vous permet de partager des documents très confidentiels, par exemple des documents que vous auriez pu consulter sur site si vous aviez été chez le client ou que vous avez justement besoin d'examiner chez vous pour mieux appréhender le contexte de l'entreprise, que les clients pourraient rechigner à vous envoyer par mail parce que les messageries ne sont pas toujours très sûres. Donc là, vous avez un outil qui vous permet vraiment d'échanger des documents, soit entre membres d'une équipe d'audit, soit avec un client. Donc là aussi, quand vous en aurez besoin, on a un administrateur, on a plusieurs administrateurs d'ailleurs qui sont nommés au sein d'AFNOR Certification et qui seront en capacité de vous créer des comptes pour les audits. Là encore, il y a des modes opératoires qui vont être disponibles dans votre espace auditeur. J'en profite pour vous préciser que certains outils sont complètement interdits par AFNOR, par le groupe AFNOR, parce que pas du tout sûrs. Sachez-le, dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle, que ce soit la vie professionnelle avec AFNOR ou l'autre vie professionnelle, ce sont des outils qui sont des vraies gruyères. Google Drive, bon, on ne sait pas du tout où sont stockées les données. En tout cas, elles sont très accessibles. Les Dropbox de la même façon. Et Skype, c'est un outil qui permet des intrusions dans vos systèmes d'information. Donc, ils ne sont pas du tout autorisés par AFNOR. Évidemment, si le client vous les demande, vous demande d'utiliser cet outil, OK, il faut qu'il vous le demande par mail, qu'on ait une trace écrite, parce que dans tous les cas, si on n'utilise pas Zoom ou documentation.afnor.org et qu'on utilise des outils demandés par le client, ça sera de sa responsabilité. Alors, pour les prises de décision, vous pourrez être sollicité aussi pour des prises de décision parce que dans la période que l'on vit, il y a des personnels AFNOR Certification qui peuvent être moins disponibles, soit parce qu'ils ne peuvent pas travailler à distance, soit parce qu'ils tomberaient malades. On n'espère pas, mais ça peut arriver. Et donc, si jamais on est en pénurie de décisionnaires sur un référentiel donné, on va autoriser que la décision soit prise par un autre décisionnaire qui ne sera peut-être pas qualifié sur la prestation, mais qui maîtrise la prise de décision, et puis qui s'appuiera aussi sur l'avis d'un auditeur expert sur le référentiel, mais pas l'auditeur qui aura fait l'audit. Donc, vous serez peut-être sollicité exceptionnellement pour ce genre de mission. Ça, c'est uniquement pendant la crise coronavirus. Ensuite, cette dérogation ne sera plus d'actualité. Alors, on vous a dit quoi? On vous a dit comment? Et maintenant, on va vous parler des risques liés à l'audit à distance pour bien pouvoir appréhender ce qui peut être audité à distance et ce qui ne peut pas l'être. Alors, attention, c'est loin d'être exhaustif. C'est vraiment des exemples. Et après, c'est à affiner beaucoup avec le chef de produit, notamment, encore une fois, au démarrage des audits à distance. Et puis, parce que là, on est dans une situation où il y a des autorisations qui se sont données et qui ne perdureront peut-être pas une fois la crise terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de limitation du côté de l'IAFMD4, pas de limitation du côté d'AFNOR Certification, vraiment une proportion qui doit être adaptée au cas par cas. Vous avez ici un tableau qui vous donne justement une granularité avec des niveaux de risque et de la faisabilité, avec des exemples de situations. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Vous qui êtes auditeur, vous savez bien mieux que moi et que nous, AFNOR Certification en général, ce que vous voyez sur site. Donc, quand on est dans une situation comme une réunion, une entrevue, un face-à-face, entre guillemets,
où on échange sur des pratiques, on examine des documents, puisqu'il peut y avoir un partage d'écran sur Zoom. Là, la faisabilité est très bonne et le risque, il est nul, on va dire, puisque tout se fait exactement dans les mêmes conditions quand on est à distance. Après, si on examine des données qui sont issues de bases des données avec sélection, c'est-à-dire en général, vous dites tiens, faites-moi voir ce dossier, je vais prendre le dossier de monsieur machin pour regarder comment ça s'est passé. Bon, là, la faisabilité reste bonne et finalement le risque faible parce que le client peut très bien vous faire voir une liste et vous choisissez au hasard dedans qui vous offre un dossier. Par contre, si il vous demande d'examiner des documents papier à travers la webcam de l'ordinateur ou à travers une caméra, là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, notamment pour lire, pour suivre, pour examiner les documents. Donc, on va quand même demander plutôt à avoir des documents informatiques ou avoir des documents qui sont scannés, mais qui sont accessibles en direct de l'audit. Si vous êtes amené à auditer des dispositions opérationnelles en fait, sur des postes de travail ou des équipements, là, par contre, ça peut être plus risqué avec une faisabilité qui diminue parce qu'on se rend bien compte que finalement, le client peut omettre, volontairement ou non, de vous montrer certaines choses. Et sur les postes de travail, ça peut être plus difficile de voir à distance. Tout dépend encore une fois de ce que vous avez à observer. Il peut y avoir des cas où la faisabilité elle est moins bonne par rapport au type d'employé. Si les employés ne sont pas habitués à la visioconférence sur peut-être des choses un peu techniques où l'employé doit vous expliquer comment il travaille et il va vous l'expliquer plus avec des gestes, on va dire, qu'avec des mots, où il y a de l'observation aussi de signes non-verbaux, par exemple, quand la démonstration d'une machine, d'une méthode sur des machines, si vous voulez voir de la pénibilité, pardon, sur une machine, peut-être qu'en visio, ça pourrait être plus compliqué de voir tous ces signes. Ensuite, là où ça devient vraiment plus du tout faisable, on va dire, avec des risques très élevés, c'est quand on doit évaluer des produits, de la production. Si vraiment les conditions de confidentialité ne sont pas du tout respectées quand on fait de la visio, ou si on doit faire des tests qui font appel aux autres sens que la vue, ou alors en tout cas ou éventuellement la vue, mais qui peut être altérée par la distance ou par la visio. Par exemple, voilà, on a mis quelques exemples sur la température, l'éclairage, les couleurs. Bon, ça, on sait qu'il peut y avoir des modifications qui s'opèrent. Donc, vous voyez, la granularité, petit à petit, on va sur des choses qui sont plutôt très bonnes à des choses qui sont plutôt très mauvaises. Donc, quelques exemples un peu plus peut-être concrets sur des prestations où l'audit à distance n'est pas du tout approprié. Tout ce qui est activité de fabrication, production. Alors là, on a pris par exemple sur l'ISO 13485 sur les dispositifs médicaux, les chapitres 6 ressources et 7 production qui ne permettent pas en fait l'audit à distance. Sur les activités de gestion de sécurité physique, qui peut être une petite partie du référentiel ou de l'activité à auditer. Là aussi, c'est compliqué d'être à distance. Par exemple, sur la 27001, l'ISO 27001, il y a déjà beaucoup d'audits à distance. Par contre, quand il s'agit de voir les serveurs, où sont situés les serveurs, l'accès aux serveurs, là, en général, c'est un petit peu la limite de l'audit à distance. Mais vous voyez, ça peut concerner peut-être que 10%, je ne sais pas, 5% de l'audit. Si on est sur des sites ou des périmètres avec des classes de risque élevées ou du pilotage de processus et de risques, notamment dans tout ce qui est sécurité, énergie, environnement,
là aussi, ça peut être très compliqué. En tout cas, l'appropriation de la situation ne sera pas forcément bonne pour l'audit. Tout ce qui est amont agricole, c'est fortement déconseillé, même si là, pendant la période de crise Covid, par exemple, sur le bio, nous sommes en train de recevoir des autorisations pour faire des audits à distance. Donc, c'est bien pour ça qu'il va falloir séparer ce qui va être fait pendant la période de crise et puis ce qu'on pourra continuer à faire après. Et puis, comme je l'ai évoqué, tous les audits nécessitant des mesures physiques de votre part. Par contre, il y a des situations dans lesquelles l'audit à distance est vraiment hyper approprié. Alors, notamment quand on audite des organisations qui n'ont pas de site physique, par exemple le e-commerce, tout ce qui concerne de l'audit en ligne, par exemple, vous pouvez le faire à distance. Et puis après, les fonctions support, vous pouvez aussi les auditer à distance. Donc, tout ce qui est fonctions support, privilégiez l'audit à distance. Certaines activités de service, notamment quand de toute façon, vous n'avez pas à voir ou vous ne pourrez jamais voir l'activité même qui est certifiée. Alors que ce soit de la certification de service ou que ce soit de la certification de système. Je prends un exemple. Si vous allez auditer une entreprise qui fait du conseil ou de l'ingénierie, ce que vous allez voir, ce sont des dossiers, des contrats, des projets en cours. Vous n'allez pas assister à des réunions de projet ou à des rendez-vous avec des clients. Donc là, on peut se dire que tout est visible à distance. L'audit de petits sites excentrés, là, on va favoriser l'audit à distance pour éviter des longs déplacements pour voir une personne, par exemple. L'audit d'activités secondaires qui sont très limitées et qui vont être réalisés sur des sites spécifiques. Et puis, donc, ultérieurement, finalement, tous les audits pour lesquels les préconisations de l'auditeur sur l'audit précédent auront permis de détecter des conditions favorables pour faire de l'audit à distance. Les compétences de l'auditeur. Alors, on s'est dit qu'aujourd'hui, vous utilisiez tous des outils informatiques, que ce soit un ordinateur, un smartphone et peut-être plein d'autres choses, et que vous étiez tous amenés à gérer la sécurité et la confidentialité des données clients. C'est d'ailleurs dans vos contrats. Donc, comme c'était à peu près les seules compétences finalement qu'il y avait à identifier pour pouvoir être qualifié faire l'audit à distance, outre les outils, mais les outils, il y a des modes opératoires et vous verrez, c'est quand même ultra simple. Peut-être que la première fois, allez, ça peut paraître compliqué, mais en ce moment, on fait tous des zooms et vous verrez, on s'habitue vite. Donc, par défaut, vous allez être tous qualifiés. Tous les auditeurs vont être qualifiés pour faire de l'audit à distance. Une compétence spécifique va être créée dans vos dossiers. Par contre, évidemment, vous pouvez être déqualifié si vous le demandez. Si vous n'avez pas envie, si vous ne vous sentez pas capable, si voilà, pour X ou Y raison, c'est compliqué pour vous, ce qu'on peut entendre, ou suite à un retour négatif d'un client, si jamais, alors pas évidemment d'un seul client, vous savez comment ça se passe, mais si on se rend compte par la pratique que c'est compliqué au niveau ressenti client, on pourra être amené à vous déqualifier, mais on ne l'espère pas, on vous accompagnera pour que vous puissiez vraiment monter en compétence sur ces pratiques. Voilà, alors les questions, si vous en avez, il ne faut pas hésiter à les poser à vos interlocuteurs d'AFNOR Certification. C'est une période où on a plein de questions qui viennent aussi bien des clients que des auditeurs. En interne aussi, on se pose des questions. Donc, moi, je ne me suis pas présentée, mais je suis Sandra Di Giovanni. Je suis actuellement responsable innovation et c'est la raison pour laquelle je suis amenée à faire cet audio. C'est que jusqu'à présent, on considérait que l'audit à distance, ce serait de l'innovation. Eh bien, ça ne va pas durer longtemps puisqu'on compte sur vous pour que ça devienne une pratique très classique pour AFNOR Certification. Bon courage à tous.